Voilà, je pense qu'on est en live. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'investissement durable. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup dans ces périodes difficiles. Pour celles qui ne me connaissent pas encore et ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que je sais que nous n'avons pas que des femmes aujourd'hui, je m'appelle Gaëlle Hague, je suis la fondatrice de Startallers. Startallers, c'est la meilleure amie financière des femmes qui veulent prendre en main leur avenir financier en investissant de manière durable. Pour la petite histoire, on développe une application qui vous aidera à transformer vos objectifs de vie en portefeuille d'investissement personnalisé avec un angle durable qui est adapté à vos propres préférences. Et donc, c'est la raison de ce webinaire qu'on a décidé de mettre en place en ces périodes un peu mouvementées, pour vous changer les idées, pour avoir une discussion, un échange autour d'autres sujets que juste la pandémie, le confinement, les enfants à la maison et que sais-je encore. Donc voilà, j'espère que vous passerez un moment agréable et instructif. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer donc des questions, des commentaires. Je vois que il y a quelques-unes que je connais déjà. Bonjour Martha, ravie que tu aies pu te joindre à nous. Bonjour Naoures. Voilà, je vais pas faire des bonjours individuels à tout le monde parce que sinon on sera encore là dans 30 minutes. Mais en tout cas, merci beaucoup les filles de me rejoindre et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Donc assez parlé de nous. Je voudrais entrer dans le vif du sujet. Pour celles qui n'ont pas assisté au webinaire précédent, il y a presque aucune règle. Il y en a juste une, en fait, qui est il n'y a pas de questions stupides. Le but, c'est vraiment d'échanger et on va essayer de vous répondre donc sans jugement, sans jargon et avec bienveillance. On ne promet pas non plus qu'on aura toutes les réponses, mais pour les réponses qui n'arriveraient pas directement, on les notera. Si elles sont dans les questions sur la plateforme, eh bien, on s'engage à y répondre par la suite et à vous le renvoyer par email. On utilise également des sondages au cours de ce webinaire et je répondrai aux questions au fur et à mesure de la présentation pour que ce soit un peu plus interactif. En général, j'organise des workshops en physique, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un échange en direct avec vous. Mais ici, voilà, on innove. Et puis comme c'est nouveau, je compte sur vous, comme dans le premier webinaire pour ceux qui ont été, d'être indulgent avec les bugs de la plateforme ou les miens. Voilà. On va également animer le chat, donc surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai Aurélien, donc vous voyez la photo. Il y a également Solène et Maxime de l'équipe qui sont là, donc voilà, eux pourront également échanger avec vous et répondre si jamais il y a des problèmes techniques. Notamment, je vois que certains n'ont pas le son. Qu'il faut rafraîchir la page. Enfin, donc voilà, regardez, je pense Max peut peut-être essayer de faire un support technique. Dernière chose, si jamais vous devez partir, si jamais ça fonctionne pas correctement parce que votre bande passante voilà, ne le permet pas, ne vous inquiétez pas, il sera également disponible en replay si vous devez partir avant la fin et les slides vous seront envoyés par mail demain, moyennant réponse à un petit questionnaire de feedback qui vous prendra que quelques secondes, mais qui nous aide grandement à voilà, continuer à nous améliorer et à définir les projets sujets d'éventuels webinaires. Voilà, c'est donnant-donnant, hein, comme pour tout. Donc, j'aime bien commencer par un petit sondage pour mieux comprendre mon audience, pour pouvoir m'adapter, puis aussi pour que vous vous familiarisez avec l'outil. Donc, pour tester les fonctionnalités, on va commencer par quelques questions un peu légères. Donc, normalement, vous devriez voir un premier sondage apparaître dans l'onglet sondage qui est sur votre écran. Je vais d'ailleurs le faire moi-même pour être sûr que ça fonctionne. Oui, voilà. Donc, comment allez-vous? Je vois que bon, c'est entre forme olympique et pas trop mal pour le moment. Je vous laisse quelques secondes pour voter. Ouais, pas trop mal. Ok. Bon, globalement, le moral a l'air ok. Bon, c'est pas facile, je comprends tout à fait. Être bloqué à la maison, moi j'ai 2 enfants. Il y a des moments où on sature. Et donc ça fait du bien aussi de pouvoir échanger avec vous ce soir. Et puis j'ai été faire ma virée course hebdo cet après-midi, entourée donc de policiers avec une file dehors. C'était assez
assez anxiogène, je trouvais. Donc, bon, je suis contente de voir que mon audience aujourd'hui est globalement en forme et donc restons positifs et concentrons-nous sur ce qu'on peut contrôler, notamment notre comportement en tant qu'investisseuse. Allez, rigolons un petit peu. Dites-moi d'où vous vous êtes connectés là maintenant. Donc, du canapé de votre salon, du lit de votre chambre, table de la cuisine, de votre bureau. Je vois qu'il y a personne. Ah si, il y en a quelques-unes qui sont dans leur lit quand même. Personne dans la cave, c'est bien. Ah si, quand même, ça aussi. Bon, moi, j'avais pas assez de réseau, sinon j'aurais pu. Du coup, j'ai envoyé les enfants dans la cave. Non, c'est pas vrai, je rigole. Ok, super. Donc, canapé pour la plupart. Mais écoutez, j'espère que vous êtes confortablement installés. Mais du coup, vous êtes installés comment? Vous êtes plutôt quoi en ce moment? Team pyjama toute la journée? Jean basket? Tailleur? C'est quoi le plan? D'accord, jean basket plutôt. Ouais, bah, pareil ici. Ok, donc jean basket, canapé du salon et morale assez bon. Bah écoutez, je pense que c'est des super conditions pour commencer ce webinaire. Et donc, passons aux choses sérieuses. Est-ce que vous avez déjà un portefeuille d'investissement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes investisseuse? Alors, je regarde si j'arrive à retrouver les sondages de celui-là. Alors, pour le moment, on est à majorité de non. Vous êtes 75 ou 75%. Ah, ça évolue un petit peu. Je vous laisse. Ok, donc on est quand même majoritairement sur des personnes, sur vous qui donc vous intéressez à l'investissement durable, mais n'investissez pas aujourd'hui. C'est bien. Ça va me permettre aussi de calibrer voilà, le niveau d'information et de la discussion aujourd'hui. Encore une fois, je vais essayer d'être le plus pédagogue et la plus simple possible, mais si je suis trop compliqué, vous levez la main, vous posez vos questions, vous intervenez dans le chat. Si au contraire c'est trop facile, bah, vous me le dites aussi, puis on va essayer de remonter le niveau. Est-ce que vous êtes familière avec l'investissement durable? Dernière question, et après on passera au cœur de la présentation. Alors, je vois qu'il y en a qui répondent dans le chat. Donc pour répondre, c'est dans le sondage qui se trouve dans l'onglet sondage. Alors, on est sur du plus ou moins 50% absolument. Donc, on a quelques expertes peut-être dans la salle. Bon, n'hésitez pas également à faire part de votre opinion. D'ailleurs, je peux faire venir quelqu'un sur scène, en quelque sorte. Donc, si ça vous intéresse d'échanger votre perspective et de la partager avec les autres, signalez-vous dans le chat. Et l'équipe me le dira, et puis on partagera l'écran et on pourra discuter ensemble de votre expérience. Ok, donc plus ou moins, c'est bon, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors, l'agenda pour les 30 prochaines minutes va s'articuler autour de 3 grandes questions. Premièrement, très rapidement, qu'est-ce que l'investissement durable, l'investissement responsable ? Comment ajouter, deuxième question, comment ajouter un aspect durable et responsable à sa stratégie d'investissement? Et 3, pour celles qui veulent le faire elles-mêmes, comment construire un portefeuille durable? On va donner quelques pistes, sachant que vous serez sans doute pas toutes volontaires pour le faire vous-même. Vous voudrez sans doute le déléguer ou en tout cas choisir un conseiller pour vous aider à le faire. Mais pour celles qui veulent se sortir comme une grande, j'ai plusieurs pistes, voilà, et plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Voilà, donc qu'est-ce que l'investissement durable ? Alors, je vous ai mis une définition qui est pas de moi, qui est de Financité, un site belge qui référence notamment l'investissement durable, l'investissement socialement responsable. Donc, investir, c'est placer son argent. Donc, placer son argent, c'est donner des moyens financiers à une entreprise ou un État. Pour celles qui étaient dans le premier webinaire ou qui sont familières avec l'investissement, donc c'est des concepts dont on a parlé la dernière fois.
Et alors, investir de manière socialement responsable ou éthique ou durable, il y a beaucoup de mots. L'investissement durable, c'est un peu un mot valise dans lequel on met beaucoup de choses. Eh bien, c'est placer son argent dans des entreprises ou des États. On est une investisseuse, mais on les sélectionne en fonction pas uniquement de considérations purement financières, donc quelles sont les entreprises qui rapportent le plus pour un niveau de risque donné, mais également en fonction de critères extra-financiers. Et ces critères extra-financiers s'articulent autour de 3 grands thèmes. Des thèmes environnementaux, donc ça c'est assez clair, des termes sociaux et des termes de bonne gouvernance. Dans les termes sociaux, on retrouve tout ce qui est respect des droits de l'homme, respect, enfin interdiction du travail forcé, interdiction du travail des enfants, qualité, donc pour une entreprise, finalement la qualité de des systèmes de formation des employés, la manière dont ils sont traités, la bonne gouvernance, c'est l'indépendance du conseil d'administration, le fait que les comptes soient vérifiés par une autorité indépendante, etc. On va en parler dans les minutes qui viennent. Donc voilà, l'investissement durable, c'est en fait le fait d'intégrer des critères extra-financiers dans ces choix d'investissement. Cette sélection, donc comme je le disais, vous pouvez la faire vous-même, mais la plupart du temps, ce sont les promoteurs ou les constructeurs ou les distributeurs des produits financiers, des fonds, qui peuvent s'en charger. Et donc, il crée un équilibre entre les différentes entreprises et les différentes obligations, donc les titres de dette d'État ou d'entreprise, qui soient à la fois rentables, adaptés à votre profil de risque, mais également qui aient un impact positif ou neutre sur leur environnement et la société dans laquelle elles évoluent. Dans la prochaine section, je vais donc me concentrer sur les différentes manières dont un gestionnaire de fonds ou un gérant d'actifs peut intégrer ces différents critères de durabilité dans leur choix d'investissement. Parce que la réalité, c'est que en tant qu'investisseur de détail, donc c'est-à-dire vous ou moi, la grande majorité des moyens que vous allez avoir pour investir sera au travers de fonds ou à l'aide de votre banquier, de votre conseiller financier. Donc, ce qui est important finalement, c'est de savoir comment lui fonctionne pour que vous puissiez poser les bonnes questions et savoir comment sélectionner finalement votre bon conseiller ou le bon fonds. Et ensuite, je parlerai également brièvement en tant qu'investisseur qui veut investir directement, comment donner un angle durable à son portefeuille. Voilà. Mais avant ça, pour conclure sur cette première partie, je voulais juste faire un petit point sur ce que représente l'investissement durable dans l'univers, ou en tout cas dans la gestion d'actifs au global. Donc, on voit sur ce graphe que les encours, donc c'est-à-dire l'argent investi dans des fonds qui se disent durables, la difficulté étant qu'il n'y a pas aujourd'hui de nomenclature communément acceptée et surtout communément contrôlée, on va dire, sur ce qu'est un investissement durable ou responsable. Mais en tout cas, tous ceux qui se proclament responsables ou durables a significativement augmenté au cours de ces dernières années, comme vous le voyez sur le graphe à gauche, qui vous donne les encours, donc les actifs sous gestion, Assets Under Management, c'est ça le AUM que vous voyez là, en milliards d'euros en Europe. Donc on est à 496 ou 496 milliards d'actifs sous gestion en 2018 et à peu près un peu moins de 3000 fonds qui se disent responsables. Voilà. Vous voyez également que la croissance des actifs sous gestion est assez importante sur ces dernières années. Donc, c'est vraiment une tendance de fond qui a lieu dans l'industrie de la gestion. Et pour vous donner une idée, en France, par exemple, on a à peu près 30% des actifs investis qui sont investis avec une approche durable au sens large. Donc, c'est-à-dire une prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement qui sont prises. Une grande majorité aujourd'hui des actifs responsables sont investis par ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, donc plutôt des fonds de pension, des compagnies d'assurance, etc. Mais il y a néanmoins à peu près, donc de nouveau je prends des exemples français parce que pour rester cohérent, c'est plus ou moins 20%
des encours, donc 20% des encours, c'est-à-dire 20% des actifs totaux qui sont investis de manière durable, qui viennent d'investisseurs de détail, et encore plus ou moins 10% qui viennent de ce qu'on appelle des investisseurs privés, donc c'est-à-dire des personnes plus fortunées qui donc en général ont accès à la banque privée ou des gestionnaires de fortune. Voilà, donc ça veut dire qu'en tant qu'investisseur individuel, on représente plus ou moins 30% de l'investissement durable en France. Donc c'est quand même important, et pourquoi je vous cite ces chiffres-là, parce que le fait d'investir de manière durable est une manière d'exercer sa voix aussi en tant qu'investisseur. Et on a tendance à croire que parce qu'on est un petit investisseur, notre voix ne compte pas. Mais vous voyez que collectivement, on représente quand même 30% de l'investissement durable. Donc, ce n'est pas rien. Et chaque geste et chaque voix compte. Voilà. Alors, avant de rentrer, je voudrais juste faire un petit mot rapide sur la situation actuelle des marchés, et plutôt pour vous dire que je ne vais pas rentrer dans la situation actuelle, quel titre acheter, quel titre ne pas acheter, etc. C'est pas mon rôle aujourd'hui. Mon rôle est vraiment de vous donner une vue neutre sur les marchés. Alors oui, sur l'investissement durable par contre. Depuis mi-février, où il y a eu ce pic, les marchés ont perdu en moyenne 30%. Donc, je sais qu'il peut y avoir énormément de questionnements pour celles qui sont investies ou de questionnements pour celles qui pensent investir en disant est-ce que c'est le bon moment, dans quoi investir, est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire pour le moment. Vous avez peut-être même des gens autour de vous qui vous disent ah ça c'est l'affaire du siècle, il faut investir dans ci, dans ça. On a eu même la discussion au sein de l'équipe sur est-ce qu'il fallait en parler ou pas. Voilà, en ce qui me concerne, ma vision, elle n'a pas changé. L'investissement, pour moi, n'est pertinent que s'il se fait avec une vision long terme, avec un objectif précis derrière. Et donc, votre exposition au marché, au risque que vous prenez, il est vraiment en fonction du temps que vous avez avant d'atteindre votre objectif et puis de votre tolérance globale au risque. Donc, vous n'aurez pas perdu 30% entre guillemets si vous suivez cette approche, puisque soit vous êtes très très près de votre objectif et à ce moment-là, votre exposition au marché des actions qui a perdu 30%, elle est limitée dans votre portefeuille, soit il vous reste encore énormément de temps avant votre échéance entre guillemets, et à ce moment-là, ce qui se passe dans les semaines qui viennent ou même dans l'année qui vient est relativement peu pertinent par rapport à votre stratégie d'investissement. Donc voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous êtes dans une logique jusqu'à présent qui a été j'investis dans une action A ou dans une action B en fonction de ce qu'on me dit pour le moment ou de différents articles que j'ai pu lire, eh bien, commencez à réfléchir à une vraie stratégie je vous encourage à regarder en replay le webinaire que j'ai fait la semaine passée. Et pour celles qui ont une stratégie d'investissement et qui sont déjà conseillées aujourd'hui, eh bien, suivez-la. Et c'est vraiment le moment, dans les moments où les marchés paniquent comme ça, c'est le moment de tenir bon. Parce que la seule chose qui est réelle, c'est que si vous vendez au plus bas, là, votre perte, elle est réelle et elle est importante. Voilà. Ravi de continuer cette discussion à la fin du webinaire si vous voulez. Mais je voulais juste clarifier ça. Et en ce qui concerne la manière dont l'investissement durable se maintient ou se maintient pas, etc. La seule chose qu'on peut voir, c'est que une des conséquences inattendues de la pandémie, c'est l'amélioration de la qualité de l'air, des émissions de CO2. Donc, on pourrait penser que c'est plutôt bénéfique pour l'environnement, sauf que c'est pas pérenne et que le risque, par contre, sur les prochains mois, avec les plans de relance massifs qui sont à venir, les États et les sociétés sont susceptibles d'oublier ou de mettre un peu de côté les engagements qui ont été pris ces derniers mois et ces dernières années. Donc, c'est vraiment à nous, investisseurs et investisseurs durables, de s'assurer qu'on tient le cap, que les leçons de cette crise serviront à trouver des mesures efficaces, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Et donc voilà, c'est de notre devoir de continuer à mettre ces points à l'agenda des différentes discussions et d'encourager aussi les gestionnaires d'actifs à le faire également. Voilà, ça c'est pour le premier point. Qu'est-ce que l'investissement durable et responsable? À ce stade, est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre
quelques questions. Donc là, j'en ai qu'une pour le moment, donc surtout, n'hésitez pas à les poser si maintenant vous avez des questions à ce stade. Alors, que pensez-vous des fonds d'action proposés par Triodos? Alors, Triodos est historiquement, en tout cas, une des banques qui est donc des gestionnaires d'actifs qui a vraiment, on va dire, cette conscience sociétale et cette conscience environnementale qui est inscrite dans leurs valeurs depuis la fondation du groupe. Et donc, je trouve que c'est en tout cas une très belle entreprise. J'ai eu l'occasion de les côtoyer dans ma vie antérieure. Je ne vais pas me prononcer sur les fonds spécifiques. Bon, c'est de la gestion active, donc il faut que ce soit entre guillemets justifié d'un point de vue tarif. Mais en tout cas, en termes de gestionnaire spécialisé, c'est une très belle maison. Et ils ont des gérants qui sont très performants et experts dans leur domaine. Donc, si c'est une des pistes qui vous intéresse, je vous encourage à la poursuivre et à faire vos recherches. Je regarde 2 minutes dans le chat si jamais vous avez d'autres questions. Voilà. OK. Bon, je continue. Comment ajouter un aspect durable et responsable à sa stratégie d'investissement? Donc, il y a une certaine gradation dans les différentes manières d'approcher la durabilité, voire l'impact que vous voulez avoir avec votre portefeuille. Aurélien, si on peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, vraiment, finalement, la manière dont vous voulez ajouter cette dimension de sens que vous voulez donner à vos investissements, elle peut être très minimaliste, comme elle peut être vraiment structurante et du coup peut-être même contraignante dans vos perspectives de rendement et les objectifs que vous voulez vous fixer d'un point de vue financier. Il y a toujours cette balance entre les aspects financiers et les aspects impact. Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir une approche d'investissement qui soit à la fois durable et performante. Encore faut-il accepter d'avoir, entre guillemets, une certaine, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de ne pas être trop puriste dans la manière dont on aborde l'impact et l'impact environnemental. Et on va le voir dans les prochaines minutes. La première manière, qui est la manière qui est vraiment, entre guillemets, la base, hein, le minimum, entre guillemets, qui peut être fait, c'est d'exclure certains secteurs. Donc, si on va au prochain slide, Aurélien, il y a certains secteurs qui typiquement, entre guillemets, en durabilité 101, c'est de supprimer ce qu'on appelle les sin stocks. Donc, c'est tout ce qui est tabac, armement, jeux de hasard, pornographie, mais aussi tout ce qui est OGM, déforestation nucléaire. Voilà, vous les voyez. Donc, entre guillemets, ça a été un peu la première étape, si on veut, aussi des gestionnaires de fonds, des gestionnaires d'actifs pour dire et pour répondre à la demande de certains investisseurs qui est de dire, moi, voilà, il y a certaines pratiques ou certaines entreprises, certains secteurs que je ne veux pas voir dans mon portefeuille. Pour le reste, on le gère normalement, de manière traditionnelle, en ayant uniquement une vue sur le rendement, le couple rendement-risque, mais il y a certains secteurs dans lesquels je veux pas qu'on investisse. Donc ça, c'est vraiment la base. Alors, ça peut être une approche qui est tolérance zéro. Donc, on sort complètement de ces secteurs. Donc, on peut décider aussi, par exemple, de dire, moi, je veux pas investir dans les énergies fossiles. Donc, je veux pas investir dans le pétrole. Je veux pas investir dans l'extraction de charbon, etc. Ou on peut dire, j'accepte une certaine exposition parce qu'aujourd'hui, c'est encore difficile de ne pas être exposé d'un point de vue diversification, de ne pas être exposé à cette industrie, ou ça va être trop contraignant pour garder un bon couple risque-rendement dans mon portefeuille. Donc, j'accepte une certaine tolérance. Un autre argument pour garder une certaine tolérance, c'est aussi de dire, finalement, plutôt que de les exclure complètement et du coup de donner un signal à ces entreprises qui sont actives dans cette industrie, mais peut-être pas que dans cette industrie et qui cherchent
à financer une transition énergétique notamment, le fait de leur dire vous n'aurez absolument pas accès au capital parce que vous êtes actif dans cette industrie, bah, finalement c'est aussi leur dire bah, en fait ça sert à rien de faire des efforts parce que même si vous faites des efforts, nous on n'investit pas dans ces industries. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire bah, on va investir dans des entreprises qui sont actives dans cette industrie-là, mais qui font des efforts et qui ont entre guillemets une volonté qui est prouvée aussi par des chiffres et des évolutions de transiter entre guillemets vers un modèle qui soit plus pérenne, qui soit plus durable. Et c'est là où on arrive finalement à passer d'une approche d'exclusion pure à une approche d'inclusion. Qui est de dire ben finalement sur ces industries polémiques entre guillemets ou problématiques, ce qu'on va faire c'est on va investir dans le meilleur de la classe. Et en faisant ça, on va envoyer un signal à ces entreprises qui leur dit ben voilà, si vous vous engagez sur une sortie notamment de ces énergies polluantes, eh bien vous aurez accès au capital à condition que vous teniez vos engagements et que vous montriez une amélioration au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ça c'est la deuxième approche qui est une approche premier de classe, best in class. Et donc typiquement des fonds ou des gérants d'actifs qui utilisent cette solution, ils ne se refusent entre guillemets pas d'investir dans une industrie ou une autre. Mais ils se disent, ben voilà, il y a peut-être certaines industries qu'on va quand même exclure, mais il y en a d'autres sur lesquelles on va accompagner le changement, et on accompagne le changement en encourageant les entreprises qui sont les meilleures de leur industrie sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors juste pour faire un petit point à ce moment-là, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que l'acronyme ESG veut dire et comment il est utilisé? Je mets dans les petits sondages. Je ne sais pas si il apparaît dans les sondages. Aurélien, tu peux publier le sondage sur la partie ESG? Ouais, attends. Je fais ça tout de suite. En attendant, je regarde les questions. Attends, j'ai... Alors, est-ce qu'investir responsable, ça peut se faire aussi en direct et directement dans des entreprises sans passer nécessairement par des fonds? Alors, tout à fait, c'est Céline, je pense. Tout à fait, Céline, ça peut se faire également en direct. La raison pour laquelle je parle beaucoup de fonds, c'est parce que, indépendamment de l'aspect durable, si on part sur la base d'une construction de portefeuille, dont j'ai parlé dans le premier webinaire, l'idée, c'est vraiment d'essayer de maximiser ta diversification pour limiter le risque finalement de ton portefeuille. Et la manière la plus efficace de le faire aujourd'hui en tant qu'investisseur de détail, c'est d'investir au travers de véhicules qu'on appelle des fonds, parce que tu limites tes frais de transaction en ayant une exposition plus importante. Donc, typiquement, pour avoir un portefeuille de, je sais pas moi, 50 actions, par exemple, tu vas devoir payer 50 fois des frais de transaction sur les plateformes boursières ou auprès de ta banque, ce qui peut vite revenir assez cher. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que chaque action a un prix minimum. Et donc, quand tu additionnes le prix minimum, enfin, entre guillemets, le prix de l'action minimum, ça peut être une somme de départ qui peut être supérieure à ce que tu es en mesure ou ce que tu as envie d'investir aujourd'hui. Tandis qu'une part de fonds, en particulier une part de fonds passifs, comme on les appelle, donc de trackers, eh bien, tu peux investir dans un tracker à partir de 10 €. Tu payes des frais de transaction sur cette transaction-là, et en faisant ça, tu es déjà exposé à une grande variété d'entreprises, de secteurs, de géographie. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle énormément de fonds d'investissement plutôt que de lignes directes, mais c'est tout à fait possible évidemment d'aller acheter directement des entreprises. Une autre difficulté d'investir dans des entreprises en direct, c'est de déterminer dans chaque secteur, dans chaque géographie, quelle est l'entreprise qui est la plus performante dans son secteur. Ça demande pas mal de boulot, pas mal de recherche. Donc, quand tu investis dans un fonds, dans un indice, tu as toute une équipe d'analystes financiers dont c'est le boulot. Que si tu dois le faire toi-même, ben voilà, c'est plus compliqué et entre guillemets,
Le danger de ça, c'est d'investir dans celle qui a le plus de couverture presse, le logo le plus sexy, la meilleure campagne marketing, mais qui a pas forcément les fondamentaux qui sont les meilleurs. Voilà. Donc ça, c'est ma question, c'est la réponse en tout cas à Céline. Est-ce qu'il y a un minimum d'argent conseillé à investir? Alors c'est une bonne question. Il n'y a pas de minimum entre guillemets. Tu peux passer un ordre, ce que je disais, à partir de 10 euros. Après, tu vas avoir des frais de transaction qui vont probablement manger une grosse partie de ta performance si tu investis des montants si petits à chaque fois. Par contre, d'un point de vue, on va dire bonne gestion pour tes finances personnelles entre guillemets, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir déjà une saine gestion budgétaire, d'être capable d'économiser 10 à 20% de ton épargne, de ton revenu de manière régulière, et d'avoir un fonds d'urgence en cash qui représente 3 à 6 mois de dépenses mensuelles pour pouvoir parer aux imprévus. Tout le supplément, entre guillemets, est de l'argent qui, sans doute, est mieux investi que laissé sur ton compte épargne qui te rapporte moins que l'inflation et sur lequel, donc, tu perds du pouvoir d'achat. Voilà. Est-ce que les entreprises qui font du greenwashing peuvent être sur un niveau AAA? Ça dépend de qui leur donne un niveau AAA. De nouveau, il n'y a pas comment est-ce qu'on appelle ça? Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui externe, indépendant, uniforme, qui va te dire le AAA de Sustainalytics ou d'MSCI équivaut à un AAA d'une autre source. Donc, potentiellement, théoriquement, tu peux te retrouver avec des entreprises AAA que tu estimes pas complètement plus blanc que blanc. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est un peu la méthodologie utilisée par les agences de notation pour arriver à ce AAA. Si tu restes sur MSCI, c'est quelque chose qui est très utilisé. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait en toute sincérité, mais au moins il est bien documenté. Donc voilà. L'idéal en fait, c'est si tu décides de passer à travers un fonds ou à travers un gestionnaire, c'est surtout de t'assurer de travailler avec quelqu'un qui a cette conscience sociétale comme une de leurs valeurs clés, même au niveau entreprise, parce qu'à partir du moment où ils l'ont au niveau de l'entreprise, eh bien ça transparaîtra dans la qualité et l'attention qu'ils vont porter aux providers avec lesquels ils travaillent, aux sous-traitants avec lesquels ils travaillent, avec quelles agences de notation ils vont travailler, quel rating ils vont faire confiance, quelle est l'analyse fondamentale qu'ils vont faire eux-mêmes derrière. Donc c'est vraiment important d'avoir cette conversation en fait avec ton distributeur, ton conseiller, pour s'assurer que eux déjà au départ soient des personnes informées qui ont ces sujets-là comme fondement de leur société et qui vont pas juste le faire parce que c'est tendance et il y a un coup à faire d'un point de vue marketing et acquisition client ces derniers mois. Voilà. Alors, comment monitorez-vous les 3 aspects ESG? Ça, on va y venir. Donc, je propose qu'on passe au suivant. Je regarde qui est-ce qui sait ce que ESG veut dire? Aucune idée. Ok, alors je vous dis ça tout de suite. Donc, quand on parle de critères ESG, le E c'est environnement, le S c'est social ou sociétal. Ça dépend comment on appelle, et G gouvernance. Donc le critère environnemental, concrètement, il tient compte quand on analyse une entreprise sur le critère environnemental, typiquement de la gestion de leurs déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prévention des risques environnementaux de manière globale dans leur métier. Alors, c'est pas pertinent uniquement pour les entreprises énergétiques, hein, je veux juste le préciser, c'est pertinent pour tout type d'entreprise. Ce qu'on va regarder, c'est dans quelle mesure est-ce que dans leur activité cœur, est-ce qu'ils prennent en compte leur potentiel impact environnemental. Donc, pour des logisticiens, c'est est-ce que ils s'intéressent à l'émission de CO2 due au transport.
Est-ce que ils s'intéressent à, dans leur chaîne logistique, comment est-ce qu'ils gèrent leurs déchets, le packaging des produits, par exemple. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un aspect global, mais qui se mesure à travers des éléments dont j'ai parlé. Le critère social, donc le S, il prend en compte, par exemple, le respect du droit des employés et de leur chaîne de sous-traitants. Le dialogue social qui se passe au niveau de l'entreprise, la prévention des accidents, la formation du personnel. Voilà, donc c'est le bien-être global au sein de l'entreprise et aussi le rôle sociétal qu'ils jouent dans l'écosystème dans lequel ils opèrent. Voilà. Et alors, le critère de gouvernance, donc là, c'est vraiment au niveau des organismes de gestion de l'entreprise, c'est l'indépendance du conseil d'administration, qui est importante parce qu'elle permet d'avoir un contrôle sur les décisions qui sont faites par le comité exécutif qui prend les décisions journalières, la structure de la gestion, la manière dont les décisions sont prises, et puis aussi la manière dont les comptes, notamment, sont vérifiés de manière indépendante. Voilà, donc ça, c'est les 3 critères qu'on utilise très souvent pour parler de durabilité, entre guillemets, en tout cas, dans sa manière, je vais dire, la moins contraignante. On va dire ça comme ça. Et donc, il est vraiment nécessaire dans une stratégie de développement durable et d'investissement responsable de relier la performance financière d'une entreprise à son impact environnemental et social. Donc, pour revenir à nos différentes approches pour une stratégie d'investissement, on a donc parlé d'abord de purs critères d'exclusion. On a parlé de critères best in class, qui est déjà un niveau au-dessus, entre guillemets. Et une autre variante qu'on pourrait appeler plus universelle ou en tout cas plus facile à comparer à un niveau international quand vous investissez dans des entreprises qui ou dans des fonds qui investissent dans différentes géographies, où les normes locales en termes de, on va dire, d'attention aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ne sont pas forcément les mêmes et du coup les entreprises ne sont pas contraintes entre guillemets de la même manière, eh bien utiliser des normes qui sont reconnues internationalement est une manière d'uniformiser entre guillemets votre, ou plutôt la manière dont les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de fonds ou les conseillers en gestion patrimoniale d'ailleurs, décident des entreprises dans lesquelles ils vont investir. Donc, ça consiste à n'investir que dans des sociétés qui respectent donc ces normes internationalement acceptées et reconnues. Je peux vous en citer quelques-unes. Les plus célèbres entre guillemets, mais c'est pas les seuls qui sont utilisés. Donc vous voyez sur le slide qui est à l'écran aujourd'hui, c'est le Global Compact des Nations Unies. Donc il y a 10 principes qui ont été édictés il y a déjà 20 ans par Kofi Annan aux Nations Unies et auxquels les entreprises peuvent adhérer de manière volontaire. Donc, encore une fois, aucune de ces normes aujourd'hui n'est contraignante réellement. Mais par contre, les entreprises qui y adhèrent acceptent du coup de fournir les informations qui vont permettre de s'assurer qu'elles suivent bien ces 10 principes. Donc, vous voyez, ces 10 principes tournent autour finalement des droits de l'homme. Donc, on parle de travail forcé, de travail des enfants, aussi des conditions de droit du travail, de l'environnement et puis également de la lutte contre la corruption. Un autre organisme ou une autre organisation qui est très fréquemment utilisée également, c'est l'Organisation internationale du travail qui, elle, se concentre sur la liberté d'association, la non-discrimination, donc c'est-à-dire de s'assurer d'avoir une égalité des chances à l'emploi, mais également à la promotion et lors des salaires. Voilà. Donc ça c'est norm-based screening. Donc de nouveau, je ne m'attends pas, et c'est sans doute assez compliqué en tant qu'investisseur individuel d'avoir une approche aussi spécifique. Là, ce que je vous dis, c'est surtout sachez que différents gestionnaires, différents fonds vont avoir différentes méthodes pour définir l'impact et la manière dont ils vont l'intégrer dans leur portefeuille. Et donc, voilà, être capable de définir pour vous ce qui est acceptable, ce qui est suffisant, vous permet ensuite de sélectionner la bonne contrepartie pour vous et pour développer votre propre stratégie d'investissement. Si on continue avec toujours une approche qui soit basée sur des critères ESG,
Jusqu'à présent, on a parlé de critères ESG pour sélectionner les best in class, et puis ensuite, on a une approche qui est purement financière. Une manière d'aller encore plus loin, c'est d'en fait utiliser des critères ESG, donc je répète, environnementaux, sociétaux et de gouvernance, comme des facteurs intégrants au modèle financier qui servent à valoriser les différentes entreprises et à faire les choix quantitatifs qui s'imposent. Donc là, typiquement, un gestionnaire va utiliser un score et va décider d'améliorer ou au contraire de diminuer le modèle de valorisation d'une société ou d'une autre en fonction de ces critères. Et donc, pour répondre justement à la question d'Amandine, finalement, comment est-ce qu'on détermine ces critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance? Eh bien, il y a beaucoup de déclaratifs d'abord. Aujourd'hui, les sociétés cotées sont dans l'obligation de fournir à la fois des rapports financiers, mais également des rapports extra-financiers où justement ils documentent l'état de la nation dans l'entreprise sur ces différents critères. Il y a aussi différents critères de performance environnementale qui sont soit de nouveau déclarés par l'entreprise ou qui sont estimés par différentes agences indépendantes. Sur la performance sociale, eh bien, c'est leurs normes de travail, leur plan de formation, les engagements CSR. C'est aussi pour certains gestionnaires qui vont aller plus loin pour chercher l'information, aller sur des sites comme Glassdoor qui donnent la possibilité aux employés de donner un feedback sur leur entreprise, sur leurs conditions de travail, etc. Eh bien, ça peut être de la veille pour chaque entreprise qui est dans le portefeuille de voir finalement le feedback des employés sur leurs conditions de travail et sur finalement la réalité derrière ce qui est rapporté par l'entreprise. C'est aussi toute une liste de litiges et de sanctions qui a trait à l'un des 3 critères dont on parle. Donc, s'il y a eu des problématiques de gouvernance qui ont donné lieu à des sanctions ou à des litiges, est-ce qu'il y a des litiges environnementaux ou même des litiges avec des employés, voilà, qui sont documentés et qui donc vont faire l'objet également d'analyses et potentiellement de corrections dans le scoring de ces entreprises. Il y a aussi finalement certaines organisations non gouvernementales qui listent les sociétés qui ne respectent pas, les droits de l'homme, qui utilisent le travail des enfants dans certaines géographies, ou en tout cas qui sont suspectées d'eux. Ces listes également sont un des outils que les gestionnaires professionnels peuvent utiliser pour informer les scores ESG qui sont publiés sur les différentes agences de notation. Et puis, effectivement, la presse de manière générale, les réseaux sociaux éventuellement, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment une matière qui est assez complexe. Il n'y a pas une seule source de vérité. Il y a aussi beaucoup, et de plus en plus, malheureusement, parce que c'est une tendance de fond, on a vu, parce que les actifs augmentent, les investisseurs sont de plus en plus intéressés. Donc, malheureusement, ça amène aussi un peu ce phénomène opportuniste qui est certains vont lancer des fonds avec un label et derrière, malheureusement, la promesse n'est pas toujours tenue. Mais d'un autre côté, l'industrie se professionnalise également et il y a de plus en plus de volonté, on va dire, au niveau gouvernemental et au niveau international également, de mettre en place des normes qui soient à la fois fiables et transparentes pour donner aux investisseurs institutionnels et privés une certaine confiance et aussi une certaine guidance dans le choix de leurs investissements. Donc, notamment, il y a des forces de travail, des groupes de travail au niveau de l'Union européenne pour mettre en place un système de notation et de reporting uniformisé qui permettrait du coup d'avoir déjà une première source uniforme de vérité. Ça, c'est ce que je pouvais dire en quelque sorte, de ne pas faire le mal, si on peut voir ça comme ça. C'est-à-dire de s'assurer que des entreprises relativement traditionnelles, avec un business qui n'a rien à voir avec un business à impact, entre guillemets, des entreprises auprès de qui vous consommez régulièrement ou des entreprises dont vous entendez parler, c'est comment est-ce qu'elles se comportent dans leur écosystème. Mais leur objet social, c'est-à-dire leur cœur de métier,
n'est pas forcément de lutter contre le changement climatique, n'est pas forcément de s'assurer d'un mieux-être entre guillemets sociétal, de donner une opportunité à des minorités ou à des populations défavorisées. Donc, c'est juste une manière de dire, ben voilà, comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout business qui existe se sentent concernés par les grands enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque, finalement les tenant là où ça fait mal, c'est-à-dire l'accès au financement et au capital. Mais non, il y a une manière plus forte, entre guillemets, de contribuer ou de vouloir contribuer aux enjeux dont on parle, qui est d'investir vraiment avec de l'impact. Donc, c'est-à-dire d'investir, alors il y a deux manières d'investir, d'abord dans des thématiques bien précises, où les entreprises qui font partie de ces thématiques œuvrent de manière proactive à restaurer un équilibre ou à combattre une des grandes inégalités de notre société actuelle. Une grille de lecture qui est souvent utilisée pour ça, c'est la grille de lecture des objectifs de développement durable que vous avez en face de vous. Donc, il y a 17 objectifs de développement durable. Certains sont plus facilement investissables, entre guillemets que d'autres. Mais pour vous donner un exemple concret, il y a depuis quelques années des fonds, des gestionnaires d'actifs qui créent donc des véhicules d'investissement qui vous permettent, par exemple, d'investir dans des sociétés, pour prendre l'objectif numéro 5, par exemple, dans des sociétés qui œuvre en faveur d'une diversité homme-femme au niveau décisionnel, que ce soit au niveau du conseil d'administration, mais également du comité exécutif et puis aussi des cadres moyens, pour s'assurer que il y ait une vraie représentativité en termes de diversité dans la prise de décision au sein de ces entreprises, ce qui n'est pas seulement, entre guillemets, importante d'un point de vue réduction des inégalités, mais qui aussi a fait ses preuves en termes de facteurs de performance. Donc, on a pu voir aujourd'hui que les entreprises qui ont une plus grande diversité aux différents niveaux de prise de décision ont en fait une performance qui est meilleure et surtout plus robuste à travers le temps. Donc, pour les investisseurs, c'est entre guillemets un double effet bonus, tout en ayant un impact positif sur la manière dont la société évolue, la manière dont les entreprises se transforment, parce que si vous investissez dans des fonds qui sont spécialisés là-dedans, vous envoyez un signal fort de nouveau. Vous dites aux entreprises, ben, ça compte pour nous et on va utiliser ce critère pour décider si on investit ou pas dans une entreprise donnée. Donc, en fait, c'est du coup un impact beaucoup plus puissant que juste de compter sur leur conscience sociétale et dire oui, c'est important d'avoir une diversité et notamment une diversité de genre dans notre société. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ça vous permet aussi sur le long terme, finalement, d'avoir une performance qui soit plus stable et plus pérenne dans vos investissements. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est vous avez des fonds qui sont dédiés aux entreprises qui œuvrent dans le cycle de l'eau, dans l'assainissement de l'eau et dans l'accès à l'eau potable dans des pays du monde où c'est encore difficile aujourd'hui, et de leur donner finalement les moyens de gérer eux-mêmes cet assainissement de l'eau à leur niveau local. Ça, c'est un autre exemple que je peux vous citer. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Oui, tout ce qui est évidemment obligations vertes, qui sont donc des titres de dette qui sont émis soit par des États, soit même par des grosses entreprises. Il y a certaines grosses boîtes qui ont aussi lancé des programmes d'investissement pour une transition énergétique vers de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable. Et donc, pour citer un exemple, la France a sorti une obligation verte il y a 3 ans. Pour plusieurs, je crois que c'était 7 milliards, avec l'objectif de financer la transition énergétique, à la fois en termes de recherche et développement sur des nouvelles formes d'énergie, mais également une mobilité douce, etc. Donc voilà, donc investir dans des obligations vertes, c'est financer directement des programmes qui œuvrent en faveur d'un changement climatique positif. Donc ça, c'est l'investissement thématique. Et alors, la manière la plus directe, entre guillemets, et la plus
la plus extrême, c'est de faire ce qu'on appelle vraiment de l'impact investing, donc c'est de l'investir en direct dans des sociétés qui agissent, dont l'objectif social premier est voilà, donc des boîtes d'énergie renouvelable, donc qui sont en train de développer des sources d'énergie alternatives ou des moyens de transport verts, entre guillemets, ou si on parle de lutte contre les maladies incurables encore aujourd'hui, eh bien des sociétés qui sont actives dans la recherche et développement pour la découverte de vaccins contre les grandes maladies de notre monde. Bon, là, on est en plein dans le sujet. Voilà, donc ça, c'est vraiment des entreprises. Donc, impact investing, c'est investir directement dans des entreprises dont l'objet premier est d'agir sur des problématiques environnementales, des problématiques sociétales, comme core business, quoi. Voilà, ça, c'est un peu toutes les gradations, si vous voulez, qui existent dans la gestion durable, avec voilà, plus ou moins de contraintes, plus ou moins d'impact aussi sur votre rendement financier. Il est évident que si vous investissez dans de l'impact investing, vous investissez bien dans des sociétés qui sont pas toujours cotées. Donc pas toujours liquide, donc parfois avec des horizons d'investissement qui sont plus longs, plus incertains, vous pouvez pas toujours décider de sortir. Voilà, donc tandis que quand vous investissez dans des stratégies avec des fonds d'investissement qui sont ESG, best in class, etc., ça reste des entreprises entre guillemets traditionnelles qui ont juste été screenées pour leur bonne conduite et leur vraie volonté de réduire leur empreinte négative. Mais ces sociétés sont liquides, sont cotées en bourse, donc sont aussi facilement cédables, et donc le risque que vous prenez là-dessus est différent. Les moyens aussi dont vous avez besoin sont potentiellement différents. Certaines opportunités d'impact investing, comme on les appelle, sont uniquement accessibles avec un montant minimum qui est plus important. Enfin 100 ou 125 000 euros si c'est de l'investissement en privé, entre guillemets, et du coup sont pas accessibles à un investisseur des détails classique. Voilà. Un dernier point que je voulais mentionner, et puis je laisse la parole à celles qui ont des questions sur ce deuxième point, c'est l'engagement actionnarial. Donc c'est important de savoir dans quoi on investit. C'est aussi important de savoir au travers de qui on investit et comment il va utiliser le pouvoir que vous lui cédez pour vous représenter au conseil d'administration des boîtes dans lesquelles vous avez investi. Je m'explique. Quand vous investissez en direct, c'est assez simple. C'est vous êtes actionnaire de la société A, vous avez donc normalement un droit de vote proportionnel à la part que vous détenez de l'entreprise. Et donc, quand il y a des décisions importantes qui doivent être validées par les assemblées générales, vous avez la possibilité d'être présente et de faire entendre votre voix. Typiquement, des décisions qui ont un impact important sur l'environnement ou sur le bien-être social que cette entreprise est susceptible de créer ou de détruire, ça passe dans les assemblées générales. Et donc, ça vous donne l'opportunité justement de faire entendre votre voix, de voter contre ou au contraire de voter pour si c'est une décision qui est de nature à améliorer l'impact de l'entreprise sur les différents critères. Ça, c'est si vous êtes investisseur en direct. Maintenant, si vous êtes investisseur au travers soit d'un mandat de gestion, avec un conseiller qui à ce moment-là vous représente, soit au travers d'un fonds, et à ce moment-là, c'est le gestionnaire du fonds qui vous représente ou la société qui est promotrice du fonds qui vous représente, la question c'est comment est-ce qu'il vous représente. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, au lieu de devoir faire entendre votre voix tout seul ou toute seule à l'Assemblée générale et donc de peser pour pas grand-chose, le fait d'investir au travers d'un fonds ou au travers d'une société de gestion, ça vous permet, si
cette société de gestion ou ce fonds est aligné avec vos valeurs et la manière dont vous voulez influer ces décisions, eh bien, de récolter pas simplement votre voix, mais le voix de tous les autres investisseurs qui investissent au travers du même véhicule, et donc de peser dans la balance lorsque ces décisions seront votées. Pour ça, il faut s'assurer que l'organisme, entre guillemets, qui va vous représenter va effectivement exercer ses droits de vote cumulés et va l'exercer de la bonne manière. C'est ce qu'on appelle l'engagement actionnarial ou le stewardship en anglais. Si on parle des gros gestionnaires de fonds aujourd'hui, si on parle du plus gros, notamment BlackRock, pour le citer, fin d'année, le patron de BlackRock envoie une lettre à toutes les entreprises dans lesquelles il est actionnaire au travers de ces différents fonds et des différents mandats qu'il gère pour des tiers. Cette année, il a mis justement cette conscience climatique à l'agenda et de plus en plus utilise le pouvoir qu'il a en tant qu'actionnaire, du fait qu'il gère tellement d'actifs pour faire bouger les choses. Il s'est engagé également, et c'est le cas aujourd'hui, il y a une équipe de 40 personnes qui s'occupent uniquement de ces problématiques d'engagement actionnarial, de publier chaque bulletin de vote, entre guillemets, donc le vote donc finalement la décision sur laquelle il fallait voter, et la position qu'ils ont prise en tant qu'institution et pourquoi ils l'ont fait. Donc, de nouveau, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un des critères qui est important à prendre en compte quand vous décidez d'investir au travers d'un fonds, au travers d'une société de gestion, au travers d'une banque. C'est de réfléchir à dire, mais finalement, comment est-ce que eux vont exercer ma voix et leur voix de tous les autres investisseurs qu'ils représentent, et est-ce que c'est aligné avec ce que moi je veux faire de ce pouvoir que j'ai en tant qu'investisseuse. Voilà, ça c'est un peu la clôture sur ce dernier point de la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires que vous voulez discuter? N'hésitez pas à poser dans la partie questions. Je regarde en vitesse. Donc, comment monitorez-vous les 3 aspects ESG? Donc, ça, on en a discuté. Voilà. Est-ce que dans le chat, il y a alors, voter. Voilà. OK. Alors, ne craignez-vous pas qu'avec la crise économique qui se profile, les objectifs de développement durable passent un peu à la trappe au profit de la gestion de crise et du redressement économique court terme? Alors, oui, complètement. En tout cas, au niveau décision des entreprises et de l'État, c'est un risque réel. Et d'où l'importance encore plus grande de la part des investisseurs finaux de continuer à pousser pour que ces thématiques soient au cœur de leur réflexion au même titre que le redressement de la crise économique. Et donc s'il y a bien un moment où il faut se poser la question de la durabilité de son portefeuille, c'est aujourd'hui encore plus qu'hier, parce que sans doute que chaque décision qu'on va prendre nous va permettre d'influer la manière dont les autres et dont les entreprises et dont les États vont réfléchir à l'après-crise, les priorités à donner et la manière dont ils vont apprendre de ce qui se passe pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres Voilà. Oui, il y a nos amis de Lita qui font du placement de produits en chat, mais c'est de bonne guerre, Lita, vraiment. Oui, on va en parler. Donc, c'est à la fin de ma présentation, une des manières d'investir autre qu'en passant à travers des fonds. C'est effectivement de passer par du financement participatif. On va en parler dans cette dernière section. Mais merci Céline. Alors, ok. Eh ben, je vais terminer par ce dernier point.
Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que les derniers slides risquent d'être un peu plus difficiles à digérer. J'avais dit, OK, en début de présentation, vous pouvez soit vous faire accompagner, soit de manière indirecte en investissant dans un fonds ou dans plusieurs fonds qui font la sélection pour vous, soit au travers d'un conseiller, que ce soit votre banquier, ou une société de gestion ou une plateforme en ligne, les choix sont multiples, ou le faire en direct et sélectionner vous-même les investissements dans lesquels vous voulez vous lancer. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Alors, ça dépend de vos exigences et de la manière dont vous voulez investir. Je pars du principe que vous êtes des investisseurs, ce qu'on appelle des investisseurs de détail. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas 5 millions à investir aujourd'hui, auquel cas vous avez accès forcément à une panoplie d'instruments qui est beaucoup plus large que si vous êtes investisseur de détail, et vous avez une capacité aussi à prendre un risque qui est différent. Donc moi, je parle pour un investisseur de détail qui va faire aujourd'hui sa sélection d'investissement et construire son portefeuille. Alors, de nouveau, c'est comment on construit un portefeuille durable. Je ne vais pas passer sur la partie comment est-ce qu'on construit un portefeuille tout court. J'en ai brièvement parlé dans mon premier webinaire de la semaine passée. On a également un webinaire dédié qui est prévu, je pense, la semaine prochaine sur comment construire un portefeuille d'investissement de manière globale. Donc, comment gérer une allocation, combien est-ce qu'on met en action, comment est-ce qu'on met en obligation, combien est-ce qu'on met en immobilier, voire dans d'autres classes d'actifs. Je vais vraiment dire, OK, on a déterminé son allocation, on a déterminé son objectif d'investissement, on sait quelle est finalement notre aversion au risque et quel est le profil de risque qui nous correspond, mais on veut donner un aspect durable à nos investissements et on veut intégrer les facteurs ESG dans la manière dont on sélectionne les titres dans lesquels on va investir. Alors, si on veut faire ça, il y a plusieurs outils que je vais vous montrer. Ils sont absolument pas exhaustifs. Donc, si vous tapez à chaque fois sur Google l'équivalent de ce que moi j'ai fait, eh bien, vous devriez trouver d'autres alternatives. Mais Aurélien, si tu peux passer au slide suivant. Voilà. Une plateforme, donc, première chose, j'ai pris comme exemple un investissement en tracker et donc un investissement dans les marchés boursiers. On va parler d'investissement en direct via différentes plateformes de financement participatif juste après. Là, aujourd'hui, on va dire que c'est pour la partie de votre portefeuille que vous allez investir dans les marchés financiers liquides pour une diversification optimale. Donc, comme j'en ai parlé lors du premier webinaire, une manière entre guillemets simple pour une diversification maximale à un coût minimum, c'est d'investir au travers de ce qu'on appelle des ETF, qui sont des trackers. Je reviens 2 secondes sur ce que c'est un tracker. Le marché financier s'organise autour de bourses. Ça, je pense que tout le monde doit comprendre de quoi je parle jusque-là. Donc, sur ces bourses qui existent à peu près dans chaque pays, vous avez différentes entreprises qui sont cotées, donc c'est-à-dire dont les titres de propriété sont mises en vente et sont achetés à un prix qui est donné et qui est en fonction de l'offre et de la demande. Voilà. Sur ces places de bourse, il y a ce qu'on appelle en général le top des entreprises cotées, c'est-à-dire celles qui ont la plus grosse capitalisation boursière, c'est-à-dire celles qui ont le plus gros montant quand on multiplie le nombre d'actions qui est échangé par le prix de leur action. C'est un proxy, entre guillemets, une manière d'estimer, entre guillemets, la performance d'un marché. Donc, si je prends un exemple, par exemple, sur la France, on parlera du CAC 40 qui est qui sont en fait les 40 entreprises avec la capitalisation boursière la plus importante à un moment donné. Donc cette liste elle fluctue en fonction justement des demandes et des offres des investisseurs pour ces titres. Donc ce CAC 40, il s'appelle un indice.
Donc, l'indice, c'est la liste des 40 entreprises qui sont les plus performantes, entre guillemets, sur la place boursière de Paris. Donc, ce CAC 40, c'est un indice. Et ce que va faire un tracker ou un fonds, enfin Exchange Traded Funds en anglais, d'où ETF, il va en fait simplement dire, ok, eh bien moi, pour avoir une exposition au marché français, en étant le plus diversifié possible et sans devoir me poser la question de est-ce que cette entreprise est plus performante qu'une autre, est-ce que eh bien je vais simplement investir exactement comme l'indice de référence du marché français que je considère être le CAC 40 dans mon exemple. Et un fonds ETF va faire cette chose-là sur différents marchés. Et là, celui que j'ai choisi, c'est Europe. Donc, en fait, il va prendre un indice Europe qui est eh bien, la liste des X entreprises les plus importantes, les mieux capitalisées. Au niveau, enfin d'Europe, sur les différentes places boursières. Et donc, c'est considéré par le secteur, entre guillemets, et par les investisseurs, comme un bon raccourci pour s'exposer au marché européen dans sa globalité, sans devoir soi-même choisir la liste des 100 entreprises dans lesquelles on veut investir, en étant toujours sûr que quand il y a une entreprise qui performe plus ou moins bien, eh bien, elle va rentrer ou sortir de la liste. Et puis aussi, sans devoir payer quelqu'un pour décider quelles entreprises doivent et ne doivent pas y être, et donc réduire les coûts qui sont liés à cette sélection justement d'entreprises dans lesquelles on investit. Or, il y a une chose qui est très importante quand on regarde la performance de son portefeuille, c'est de s'assurer que entre la performance des entreprises qui sont dans votre portefeuille et la performance de votre portefeuille, il y ait un minimum de coûts qui viennent gréver cette performance. Et ces coûts, c'est des coûts de gestion, c'est des coûts aussi de transactions. Quand vous achetez, que vous vendez ces entreprises, les plateformes ou les banques perçoivent des frais, donc ça vient diminuer votre performance nette. Et ça peut être des coûts aussi simplement de détention, entre guillemets. Ces titres de société sont déposés sur votre compte et certaines banques vous perçoivent de nouveau des frais de dépôt. Et tout ça vient gréver votre portefeuille. Donc, ces ETF, ils ont été construits il y a quelques années justement pour essayer de limiter au maximum la déperdition entre la performance brute, qui est la performance de l'ensemble des sociétés qui est dans votre portefeuille, et la performance nette, qui est une fois que vous avez payé tous ces frais, combien est-ce qu'il vous reste. Voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse sur ce qu'est un ETF et pourquoi j'ai pris ça comme exemple. J'aurais aussi pu prendre 50 entreprises en direct, mais pour les besoins de cet exercice, j'ai décidé de faire ça. Donc, j'ai choisi un ETF au hasard, donc c'est pas du tout une recommandation d'investissement, hein. Et j'ai été sur une plateforme qui est accessible en ligne, gratuitement, qui s'appelle Track Insight. De nouveau, il y a d'autres plateformes qui existent, mais qui est spécialisée dans les ETF et qui donne des indicateurs sur la qualité d'un point de vue ESG de l'ETF que vous voulez choisir. Donc, de nouveau, je ne fais pas aujourd'hui ici l'analyse de la qualité financière et de la performance de l'ETF, mais vraiment sur l'aspect durabilité. Je prends comme postulat de départ que toute cette analyse est faite en parallèle et dont on pourra discuter lors d'un prochain webinaire. Donc là, vous avez plusieurs indicateurs. Il y a à la fois un indice déjà à haut niveau qui est le sustainability grade que vous voyez ici. Vous avez cette notion de consensus qui est en fait la société, l'agence de notation qui vous donne ce sustainability grade, en fait agrège différentes sources et donc vous donne un peu le niveau de consensus sur le rating qui a été donné. Et puis à côté de ça, vous voyez ce qu'on appelle les ethical review et les entreprises ou plutôt les industries controversées. Ce qui est en vert, c'est ce qui est absent du portefeuille. Donc il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de jeux de hasard, il n'y a pas de pornographie, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas d'armes. Par contre, il y a des EGM et il y a du nucléaire. Voilà. Ensuite, si on regarde sur l'impact social et environnemental, de nouveau, on mentionne, vous voyez qu'il a notamment, il y a de l'énergie fossile, donc d'industrie pétrolière et même de l'extraction de charbon. Voilà. Donc ça, c'est une indication intéressante.
Voilà, vous pouvez décider de vous arrêter là et de dire ok, bah ça me convient, ou vouloir aller un cran plus loin et dire ok, intéressant, énergie fossile, bah, j'aimerais bien savoir ce qui se trouve derrière, et donc je vais aller chercher l'indice qui est sous-jacent à cet ETF pour comprendre quelles sont les sociétés dans lesquelles bah, j'investis. Donc si on va au slide suivant, voilà. L'indice sous-jacent, donc là en l'occurrence c'était le MSCI Europe. De nouveau, il est référencé sur la plateforme TrackInside, donc vous pouvez le trouver. Vous le tapez dans Google, ça vous donnera des informations sur cet indice et notamment les 10 principaux constituants de cet indice. Et là, vous voyez, bon, bah, il y a Roche qui est en premier, en troisième SAP, puis en troisième Total. Bah, voilà. Alors, la source de l'énergie fossile, elle est assez claire. Donc Total est dans le portefeuille, bien que on ait choisi un indice qui soit un indice ESG. Donc c'est-à-dire c'est pas un indice traditionnel, c'est un indice qui est déjà constitué en intégrant des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance par rapport à son indice de référence qui ne l'est pas. Donc malgré ça, malgré ces critères de sélection, Total se retrouve dans ce portefeuille. De nouveau, la raison, elle est assez simple, c'est que cet indice doit sans doute adopter une approche best in class qui fait que du coup Total doit en toute logique être dans les meilleurs de sa classe au sein de son industrie. Et si on va au slide suivant, eh bien c'est ce que ce slide va nous dire. Donc, par acquis de conscience, pour voir si la qualité d'analyse de l'indice est cohérente, eh ben j'ai été sur Yahoo Finance, j'ai tapé Total et j'ai est-ce que Total est effectivement best in class dans sa catégorie. Donc dans Yahoo Finance, vous tapez on va dire l'ISIN de Total. Donc c'est-à-dire la référence, excusez-moi, la référence de l'action Total. Vous aurez dans votre premier écran ou votre premier onglet Yahoo Finance des informations sur la performance financière à différentes échéances du titre. Et puis normalement, il y a un deuxième onglet qui est l'onglet ESG. Et donc, vous avez plusieurs informations sur ce slide qui est juste une copie de ce que vous trouverez sur Yahoo Finance, qui est sur les 3 critères dont on parle depuis le début de ce webinaire. Donc, le critère environnemental, le critère social et le critère de gouvernance. Comment est-ce que Total se positionne par rapport à ses pairs? Donc, ses pairs, c'est l'industrie d'énergie fossile, l'industrie pétrolière. Et là, vous voyez donc les barres bleu clair, c'est la distribution des scores des différents acteurs de l'industrie. En bleu, vous avez donc le score de Total et en vert, la moyenne de en vert. Le ticker orange, pardon, c'est la moyenne de la catégorie. Donc, vous voyez effectivement que Total, par rapport à ses pairs, est un des meilleurs de la classe, que ce soit au niveau environnement, au niveau social ou au niveau de gouvernance. Voilà, donc ça, c'est une manière de sélectionner en quelque sorte un fonds ou un autre et de déterminer si un fonds ou un autre ou un instrument ou un autre est cohérent avec ce que vous voulez avoir comme approche dans votre portefeuille. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est assez personnel. Pour certains, avoir Total ou même ne fût-ce que 8%, comme on l'a vu dans le fond là, d'énergie fossile dans leur portefeuille, c'est inacceptable. Et je n'émets aucun jugement de valeur là-dessus. J'essaie d'être vraiment factuel et de vous dire voilà comment vous pouvez arriver à vous faire votre propre opinion et à décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre portefeuille. Et voilà la manière dont vous pouvez, sans trop de complexité, sans trop de repasser. On est d'accord que c'est pas non plus d'une facilité déconcertante, d'accord. Décidez vous-même de ce que vous mettez, de ce que vous ne mettez pas dans ce portefeuille. Voilà. Si on passe au slide suivant, Aurélien. Voilà. Là, je sais que Céline et Vicky, si elle est là aujourd'hui, seront contentes de ce slide-là.
il existe d'autres manières d'investir avec impact tout en ayant des moyens, on va dire, des communs des mortels. Donc, c'est-à-dire, comme je disais, si vous avez 5 millions ou plus d'actifs sous gestion, il y a plein de moyens d'avoir un portefeuille à impact. Quand vous avez des moyens plus modérés, plus dans la moyenne entre guillemets, ben voilà, il y a des choses qui sont plus contraignantes, et puis il y a aussi une approche du risque qui est différente. En général, bon ben voilà, il faut d'abord s'assurer de pouvoir maintenir son niveau de vie avant de pouvoir entre guillemets j'ai perdu le fil parce que je vois les commentaires de Céline. Merci Céline. De pouvoir avoir de l'impact. Voilà, je retrouve mon fil. Désolée. Donc, ce sont des plateformes de financement participatif. J'en ai déjà parlé de manière générale lors du précédent webinaire. Je trouve que ce sont des manières innovantes, rafraîchissantes de réinventer le monde financier, de désintermédiariser certains flux. Alors, c'est un mot assez savant. En gros, ce que ça veut dire, c'est une manière de rendre en fait le pouvoir, sans être activiste, hein, mais de rendre le pouvoir aux consommateurs, aux investisseurs, de financer directement des projets qui ont un impact local, qui ont un impact social, tout en générant un certain rendement. Ce sont des plateformes qui mettent en relation, alors il y a différentes manières de le faire, de manière générale, ce sont des plateformes qui mettent en relation des investisseurs particuliers, donc vous et moi, avec des projets à financer en direct. Alors, ces plateformes au milieu sont typiquement chargées de l'analyse de la qualité des dossiers qui seront proposés sur la plateforme, qui seront également en général responsables de toute la partie administrative du fait d'investir, peut-être aussi de la gestion des événements fiscaux qui peuvent exister en fonction des types d'investissements que vous faites et des types et de l'endroit où vous investissez et où vous êtes résident, hein, puisque les plus-values sur titre sont ou pas taxées en fonction du pays dans lequel vous résidez. Les dividendes sont ou pas taxés en fonction du pays dans lequel vous résidez. Et puis même en fonction de la structure de l'investissement, donc c'est-à-dire de la société dans laquelle vous investissez et du compte que vous utilisez, il peut y avoir plein d'impacts fiscaux différents, positifs comme négatifs. Donc, en général, ces plateformes, justement, ont cette capacité de gérer ça pour vous. Donc, ça vous permet d'avoir un accès direct à des projets d'ailleurs qui, parfois, n'ont pas accès à du financement institutionnel, donc ils vont pas intéresser les banques parce que trop petits, parce que profil de risque qui est pas toujours compatible avec leur politique de crédit, etc. Et donc voilà, ça permet vraiment de créer cette économie plus collaborative. Maintenant, il faut aussi être conscient que, comme tout investissement, ça comporte un risque. Et donc, il est très important de bien s'informer sur la nature des projets dans lesquels vous investissez, de ne pas investir dans un seul projet la totalité de votre argent, mais plutôt de compartimenter, de pas investir tout dans la même industrie, etc. De nouveau, pour des questions de gestion du risque, hein, si vous avez investi tout dans l'Horeca, enfin, c'est très simple, hein. C'est comme si maintenant vous aviez investi la totalité de votre argent dans un restaurant. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que si vous avez 5 restaurants dans 5 parties du monde. Je caricature, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. Et si en plus, au lieu d'avoir juste un restaurant dans une partie du monde, vous avez un restaurant et une pharmacie et je sais pas moi. Une société de webinaire, pour prendre, sans doute que votre impact financier, il n'est pas le même à court terme. Alors, dans 6 mois, ce sera pas la même chose. Dans 12 mois, ce sera encore différent. Et la seule chose à dire, c'est qu'en fait, ces mouvements cycliques qui existent dans chacune des industries, le fait d'être investi dans plusieurs industries, dans plusieurs géographies, etc., fait qu'elles vont pas bouger au même moment de la même manière et que donc ça lisse
en quelque sorte les impacts potentiellement négatifs. Voilà. Mais donc, pour revenir sur ces plateformes, je vous en ai mis plusieurs ici, c'est loin d'être exhaustif. Ce sont des plateformes, alors soit de dette, soit d'action, donc de prise de participation dans des projets en direct, moyennant un certain taux d'intérêt si c'est une plateforme de prêt participatif, ou moyennant une espérance d'appréciation de la valeur de l'entreprise sur le long terme. Et éventuellement, mais a priori, Céline est tout à fait libre de me contredire là-dessus, a priori peu de dividendes sur ce type de projet. Donc c'est plutôt une logique d'accompagner des projets dans lesquels on croit, qu'on pense qu'ils vont se développer, et du coup de bénéficier de l'appréciation de la valeur sur le long terme. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ces différentes plateformes. J'en ai mis quelques-unes, et donc Lita, j'ai eu la chance de rencontrer Eva, qui est la fondatrice, et également certaines qui donc sont dans ces webinars, et voilà, on a beaucoup de valeurs en commun, et j'aime beaucoup ce qu'ils font, et encore en particulier maintenant, je sais qu'ils ont beaucoup de projets qui ont besoin d'être soutenu, parce que avec la pandémie et la manière dont les marchés se comportent, on est tous conscients que c'est pas la première chose à laquelle on pense, et c'est encore plus difficile pour ces sociétés d'avoir accès au marché des capitaux. Donc ils ont vraiment besoin de vous. Donc si vous êtes intéressé, eh bien allez voir et regardez les projets qui sont disponibles pour le moment. C'est un peu la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris. Je regarde si vous avez des questions. Alors, Sarah. Salut Sarah. Contente de te revoir. Alors, mon intermédiaire, c'est ma banque. Comment évaluer son engagement réel, la performance de ses offres en termes de durabilité? Alors, plusieurs réponses. La première, c'est ta banque en tant qu'institution. Et alors là, c'est typiquement la problématique des grandes banques actuelles, c'est que ils ont une offre de ESG, voilà, qui existe chez certaines plus que d'autres. Mais à côté de ça, ils ont aussi sur leur bilan des prêts et parfois des gros prêts à des entreprises qui sont pas du tout ESG, ou en tout cas qui se comportent pas bien du tout. Donc ils aident à financer à la fois le blanc et le noir de l'industrie. Et donc est-ce que c'est un bon médium pour investir ou pas? C'est un peu compliqué. Et pour ça, il faudrait aller voir leur bilan, il faut aller voir aussi la partie CSR de leur rapport annuel pour comprendre finalement quel est leur niveau d'engagement réel sur les différentes thématiques. Et puis, donc ça c'est une première chose, mais faisons même abstraction de ça. Par contre, pour comprendre la qualité des fonds et des instruments qu'ils te proposent, et là je te conseille de les passer à la moulinette des différents outils que j'ai proposés, aussi d'aller voir le rating sur Morningstar ou d'autres plateformes, parce que ça te permet de comparer de manière objective comment ils font, finalement la qualité de ce qu'ils te proposent par rapport à ce qui existe sur le marché, indépendamment de leur qualité à eux en tant qu'émetteur, qui elle, je te dis, est plutôt liée à leur bilan, ce qui historiquement ils finançaient et que pour certains ils continuent à financer aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Donc la banque est pas forcément le meilleur moyen. Regardez aussi des sociétés de gestion. Alors, un autre aspect aussi, c'est que les banques sont pas non plus les moins chères pour investir en tant qu'investisseur de détail. Les frais de transaction sont en moyenne, alors moi j'avais fait l'analyse sur le marché belge, le marché français, entre 3 et 5 fois supérieurs aux plateformes en ligne.
Donc voilà, mais si vraiment tu veux investir à travers ta banque, je te conseille voilà de faire une recherche. C'est pas énorme, mais juste d'aller dans un moteur du style Morningstar ou même Track Insight si c'est un tracker pour voir comment il se compare par rapport à d'autres identiques. En particulier si c'est un tracker comme l'indice est connu, tous ces outils vont te lister tous les autres fonds qui investissent dans le même indice et donc qui sont directement comparables. Donc ça te donnera une bonne idée. Ou te donnera aussi d'autres des alternatives d'indices qui sont peut-être meilleures. Tu vois, au lieu d'être ESG, ils sont SRI. Voilà, donc ça c'est un peu des détails. Quel est le nom du site de tracking? Donc là, je vois que vous l'avez reçu. Où est-ce que je peux trouver l'enregistrement du dernier webinaire? Ben voilà, Aurélien répond, c'est super. Quels sont les critères pour pouvoir collaborer avec vous? Ben écoute Jennifer, on en discute offline si tu veux, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, donc voilà, donc Céline dit que sur la partie obligataire sur l'ITA, les taux d'intérêt, si je me trompe pas, sont entre 2 et 7 en fonction, je suppose, du risque du projet dans lequel vous investissez. Donc, je me prononce pas pour l'ITA, mais je pense, en tout cas, la plupart des plateformes vous proposent aussi, au lieu d'investir juste dans en fait, de vous conseiller sur un portefeuille d'investissement dans leurs différentes entreprises, plutôt que juste d'investir en une, de nouveau pour diversifier. Et donc là, les 2 et 7, ben, l'idée, c'est pas investir tout dans 7. Enfin, de nouveau, ça dépend du risque que vous voulez prendre, mais voilà, de diversifier un petit peu aussi le niveau de risque de chacun des projets. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah écoutez, je pense que, en tout cas, moi j'ai fait le tour des questions qui sont là. N'hésitez pas, pendant ma conclusion, à poser des questions supplémentaires. De mon côté, ce que je peux vous conseiller pour conclure, c'est donc d'être clair sur vos priorités financières. C'est la première chose, comme je vous l'ai dit, en fonction de la magnitude de l'impact que vous voulez avoir, de la pureté de l'impact que vous voulez avoir, des contraintes que vous voulez mettre sur votre portefeuille. Au plus il y a de contraintes, au plus la diversification va être compliquée, au plus du coup le risque de votre portefeuille et la volatilité de vos portefeuilles est susceptible d'augmenter. Donc ce n'est ni bien ni mal, mais forcément, ça va avoir un impact aussi sur votre capacité à dormir la nuit et à atteindre vos objectifs à l'échéance. Donc, il faut être très clair d'abord sur pourquoi vous investissez, quelle est votre stratégie d'investissement globale, et ensuite, une fois que votre objectif est clair, de dire ok, finalement, c'est quoi ma stratégie d'investissement durable et comment est-ce que je peux la mettre en place. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus. Donc, vous voyez, il y a énormément de manières de concevoir l'impact. Si vous voulez tout mettre, vous allez vous perdre. Donc, c'est vraiment de dire finalement comment est-ce que je commence, quelles sont les causes, les choses sur lesquelles je veux faire entendre ma voix et je me concentre là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, j'augmente mon jeu, entre guillemets. C'est le conseil que je peux vous donner. Clarifiez bien votre arbitrage, temps, ambition, ressources. Donc, vous avez vu, là, on a fait le petit exercice, investir soi-même, même de manière, enfin, sans même prendre en compte la notion de durabilité du portefeuille, ça demande un certain temps. Si en plus vous intégrez la notion d'impact et de durabilité dedans dans votre analyse, voilà, c'est des choses qui peuvent vite prendre beaucoup de temps. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est là que vous voulez le mettre ou est-ce que vous préférez passer par un professionnel ou par des différentes plateformes qui peuvent vous aider à construire ce portefeuille et à le gérer pour vous. Voilà, les deux sont possibles et les deux sont tout aussi bien, mais c'est important de clarifier l'implication de faire l'un choix ou l'autre. Et dans tous les cas, c'est mon dernier point, faites votre recherche sur la qualité de votre conseiller, de votre distributeur, de votre producteur. Vraiment, c'est alors
je suis tout à fait consciente que je suis jugée partie dans ce cas-là, mais pour avoir travaillé dans l'industrie jusqu'à ce que je lance Start Alert, l'industrie financière traditionnelle n'a pas pêché, enfin on peut pas dire à des exceptions dont on a discuté, l'ITA, Triodos et toutes ces nouvelles façons de faire de la banque, de faire de la finance qui émergent. On peut pas dire que ça a été les champions ou les plus grands sponsors pour accompagner de manière positive les changements devant lesquels on est confronté maintenant. Et même maintenant, ils prennent le train en marche. Mais pas tous avec de grandes convictions, simplement en y voyant une opportunité d'aller chercher des revenus, d'aller chercher des clients qui sont devenus plus compliqués à garder ces dernières années. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Je veux dire, moi j'ai envie de dire tout ce qui sert la cause, c'est top. Mais à titre personnel, ce qui est important pour moi, c'est j'investis en accord avec mes valeurs, mais je veux aussi investir en étant accompagné ou au travers, entre guillemets, de plateformes, de personnes, de modèles qui soient alignés pour faire avancer les choses, pas juste en ayant un souci purement mercantile derrière. Alors voilà, c'est mon côté peut-être un peu idéaliste et utopiste, mais je pense qu'aujourd'hui, l'offre est suffisamment grande pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui a envie de changer le monde avec vous, qui a vraiment envie de changer le monde avec vous et qui va le faire non seulement au travers de votre portefeuille, mais aussi dans l'écosystème dans lequel il est, en faisant changer les choses au sein de sa propre entreprise, en faisant changer les choses auprès des entreprises auxquelles il a une influence. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, c'est tout de mon côté. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. S'il y a encore des questions, j'ai encore 2-3 minutes pour en prendre des dernières. Donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Et surtout, merci. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Respirez et sachez que tout passe et ce qu'on vit pour le moment aussi, ça va passer. Donc accrochez-vous et on se retrouve de l'autre côté de cette pandémie, de cette crise, pour changer le monde. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.